Et au sommaire, ce soir, 8 morts. Le bilan est revu à la hausse en RDC au lendemain de la mobilisation dans les rues de fidèles catholiques contre le président Joseph Kabila. Ce dernier n'a fait aucune référence directe à ces violences lors de ses vœux de Nouvel An. Attaque inqualifiable et désolante, la réaction est de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, au lendemain des manifestations anti-Kabila menées en RDC à l'initiative du clergé. 8 morts dans ces répressions. Les mécontents contestent toujours la légitimité politique du président Kabila. Mylène Girardot, Patrick Didier. C'était une allocution attendue, 11 minutes enregistrée à Lubumbashi et diffusée à la télévision nationale. Les vœux de Joseph Kabila, le président congolais. Il n'y fait aucune référence directe aux violences de ce dimanche. Le président Kabila, qui ne dit pas non plus s'il envisage de se représenter, lance un appel à l'unité contre l'opposition. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servi du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Le calendrier électoral prévoit désormais un scrutin le 23 décembre 2018, soit plus de 2 ans après la fin théorique de son mandat. Dimanche à Kinshasa, comme dans plusieurs villes du pays, les catholiques avaient organisé des marches pacifiques contre le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Un accord obtenu sous l'égide de l'Église qui prévoyait des élections générales au plus tard fin 2017. Les autorités avaient interdit ces manifestations soutenues par les prêtres et l'opposition. Nous, ce que nous avons fait, c'est dire à la police de maintenir l'ordre public, maintenir le respect des lois, les droits des gens, éviter que des dommages soient causés à autrui, éviter que des loupards qu'on nous a signalés ne puissent s'infiltrer et le faire dans le respect du droit international humanitaire de manière tout à fait professionnelle et que si tel n'était pas le cas, il serait sanctionné. La police congolaise nie être à l'origine des violences meurtrières. Pourtant, selon des témoins, les forces de sécurité auraient fait irruption dans les églises en pleine messe avec des gaz lacrymogènes et interpellé plus de 120 personnes dans le pays, parmi lesquelles des prêtres et des enfants de chœur. C'est un jour férié en RDC, un jour d'hommage pour les Congolais. Qui plus est, quelques jours après les marches catholiques du 31 décembre, l'Église a célébré les martyrs. Lors d'une messe, les proches des victimes ont pu se recueillir une dernière fois. Karine Barzegar, Francine Mokoko. C'est une procession qui se tient chaque année, suivie d'une messe en l'honneur des Congolais tombés lors d'émeutes pour l'indépendance du pays. Cette année, la cérémonie prend une toute autre signification. Rassemblée autour de l'archevêque de Kinshasa, l'Église catholique congolaise fait corps et rend hommage aux morts du 31 décembre dernier. Ils sont morts parce qu'ils nous rappelaient que pacta sunt servanda. Des mots en latin qui signifient les accords doivent être respectés. Une allusion forte, directe, à l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait la tenue d'élections présidentielles avant le 31 décembre. Dans l'assistance, de nombreux fidèles qui ont défilé dimanche pour protester contre le président Joseph Kabila et son refus d'honorer cet accord. Également présents, les prêtres de leur paroisse, encore sous le choc des événements. À mi-chemin, la marche a été réprimée violemment avec des jets de gaz, de lacrymogènes.
et des brimades, des sévices corporels, physiques sur les personnes et l'extorsion de leurs biens, appareils de téléphone, sacs à main. Et après, quand nous avons commencé à ramasser les blessés, nous avons vu qu'il y en a qui étaient blessés à balles réelles. Devant la cathédrale, plusieurs fidèles portent encore les stigmates des violences, des blessures qu'ils affichent devant les caméras. D'autres familles n'ont toujours pas réussi à récupérer ou à enterrer les corps de leurs proches. Richard Ibanda a perdu son neveu, héritier 28 ans, est mort à la sortie de la messe. C'est sur le chemin entre l'église et chez lui qu'il est tombé sur une jeep de policiers et de militaires qui lui ont tiré dessus. Mon neveu n'est pas un terroriste, comme l'affirment les autorités. Il avait une femme et 2 enfants qui sont aujourd'hui orphelins. Ce n'est pas un brigand, c'est un maçon que tout le monde connaît dans le quartier. Selon les autorités, les violences ont fait 4 morts, dont un policier. Selon les organisateurs des marches, une 12aine de personnes a été tuée. Et toujours en RDC, à Kinshasa, au moins 37 personnes sont mortes après les fortes pluies la nuit dernière. Cela a provoqué des inondations, mais aussi des éboulements de terre, l'écroulement de quelques maisons. Les pluies ont principalement frappé les communes de Ngaliema et Selembao. Kinshasa vit des heures tourmentées. Nouvelle alerte aux orages cette nuit sur la capitale congolaise. Les pluies diluviennes de cette semaine ont fait au moins 44 victimes. Simon Rodier, Francine Mokoko. Ces images ont été tournées dans la nuit de mercredi à jeudi. Il pleut encore, mais l'eau a déjà fait des ravages. Dans ce quartier Mososo, les habitants se sont réveillés dans l'horreur. Des corps ont été hissés sur les toits. Les autorités dénombrent 44 victimes dans tout Kinshasa. Ici, c'est la rivière Kalamu qui est sortie de son lit. Nous supplions les autorités de venir curer cette rivière 6 mètres de part et d'autre. Nous avons assez d'espace pour cela, pour agrandir la rivière Kalamu, afin que l'eau coule normalement. Nous sommes fatigués de lancer cet appel à l'aide. Certains s'en sont sortis avec beaucoup de chance. L'eau a inondé la maison. Avec ma sœur, on a commencé à avaler l'eau de pluie. Mes parents nous ont relevés. Mes pieds ne bougeaient plus. Ils m'ont réanimé et amené dans une autre maison plus sécurisante. Beaucoup de maisons dans la gigantesque Kinshasa sont bâties sur les hauteurs, dans des pentes, sur des déchets. Ici, à l'ouest de la ville, à Ngaliema, elles sont en briques d'argile. Elles n'ont pas résisté à l'eau, elles se sont effondrées. Le glissement de terrain a tout ravagé. Ce sont des constructions anarchiques. Ça fait très longtemps que les textes de l'État nous interdisent de nous installer ici. C'est interdit, mais les gens s'efforcent de s'installer ici puisqu'il manque de moyens d'aller ailleurs. Les autorités d'ailleurs ont rappelé aux populations qu'elles ne doivent pas s'installer dans ces zones à risque, inondables ou instables. Mais pour aller où? Kinshasa s'étend, se densifie, sans règles souvent. Ici à Limete, l'eau stagne encore, les dégâts sont considérables. Ces Kinois sèchent ce qui a pu être sauvé, mais ils auront sans doute beaucoup de mal à trouver le sommeil si la pluie recommence. C'est un nouveau rapport accablant sur les violences en RDC. La région du Kasaï est à feu et à sang depuis la mort du chef coutumier Kominan Sapou en septembre 2016. La FIDH évoque des crimes contre l'humanité, massacres à grande échelle, décapitations, exécutions sommaires. Selon l'organisation, les forces de sécurité congolaises et une milice ont planifié ces massacres. Pour en parler, Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce rapport, 64 rescapés congolais témoignent. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Une situation de répression et de terreur. Alors on a vu aussi les deux camps, c'est-à-dire des personnes qui ont fui les milices Kamuna Nsapou, qui ont attaqué les symboles de l'État à la suite du décès du chef Nsapou, mais en plus grande majorité, en fait, les populations civiles qui ont dû fuir les représailles de l'armée congolaise
et des milices qui leur sont affiliées et qui ont attaqué systématiquement leur village à l'arme lourde, à l'arme de guerre, alors que les milices Kamuna Nsapu se battent souvent avec des machettes, des bâtons, etc. Donc une grande disproportion des forces. Le fait aussi que tous ces villages ont été attaqués de façon structurée, organisée, de façon systématique, ayant forcé près de 1 million de personnes à fuir leur foyer et qui ont tué environ 4000 personnes. Un peu moins de 4000 personnes, ce sont les estimations, mais c'est évidemment très compliqué à dire puisque cette zone aujourd'hui est interdite d'accès en fait. Et visiblement, une ethnie semble directement visée par ces massacres. Oui, bien sûr, on est dans un jeu ethnique, c'est-à-dire que l'objectif est politique, reprendre le contrôle d'une zone, voire y produire un certain chaos, comme dans d'autres zones de RDC, et on utilise comme intermédiaire des peuples locaux qui vont, pour une partie, soutenir les forces gouvernementales, pour l'autre, résister et être en rébellion par rapport aux forces gouvernementales. Et c'est ça qui peut laisser penser que ce sont des conflits ethniques, mais attention, les conflits ethniques dans le monde et en Afrique également, c'est pas simplement des gens qui se battent entre eux, c'est une visée politique. Et la visée politique aujourd'hui, c'est le contrôle de cette zone et produire du chaos en RDC, car aujourd'hui, depuis plus d'1 an, Joseph Kabila est sans mandat politique et il fait un chantage au chaos en RDC en disant soit vous voyez, je laisse se dérouler le chaos, soit je suis là pour le maîtriser. Et quels sont les éléments aujourd'hui qui vous permettent d'établir que ces massacres sont planifiés ? C'est d'abord la façon dont ils sont organisés, structurés, c'est-à-dire le timing. Dans toute affaire criminelle, vous regardez comment se sont déroulés les faits, dans quelle séquence, dans quel timing, et puis avec quels moyens. Et très manifestement, il y a eu une attaque systématique de l'ensemble de ces villages et les forces armées congolaises, leurs milices, n'ont pas fait la part des choses entre de simples civils et des individus en armes. Circulent des vidéos qui ont été prises par des soldats congolais où on voit des enfants se faire exécuter, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu une proportionnalité. En droit international, c'est ça, c'est la proportionnalité aussi qui détermine s'il y a eu commission d'un crime ou pas. Et là, manifestement, c'était disproportionné, systématique, et les forces armées congolaises ont produit des représailles massives. Et justement, quelle est la position des autorités congolaises face à ces accusations ? Ils disent, comme souvent habituellement, qu'ils répondent à une rébellion en cours, que c'est des opérations de police, qu'ils n'ont pas massacré tous ces gens. Les faits le prouvent. Vous voyez des gens, quand nos enquêteurs et nos enquêtrices qui sont allés notamment dans le nord de l'Angola pour interviewer ces victimes, des gens ont des bras coupés, des jambes coupées, des balles dans le corps, et leurs récits sont quand même très coordonnés. Se dessine un schéma, ce qu'on appelle un mode opératoire, qui revient systématiquement dans tel village et sur l'ensemble des grands Kasaï. Donc les autorités congolaises disent répondre à une rébellion. Ce que l'on voit, nous, c'est qu'ils auraient, comme s'ils avaient utilisé un char pour réprimer une toute petite manifestation de 3 personnes. Et quelle suite concrète à donner à ce rapport ? Il est évident que les autorités congolaises ont la responsabilité d'ouvrir des enquêtes sur les crimes qui ont été commis dans les Kasaï, laisser les gens revenir, punir et réprimer les agents de l'État qui se sont adonnés à ces crimes contre l'humanité. Et s'ils ne le font pas, la Cour pénale internationale pourrait se saisir de cette situation, puisqu'elle est saisie sur la situation en RDC globalement. Elle serait en tout cas compétente de notre point de vue. Mais les autorités ont déjà mené un procès sur quelques auteurs. Il pourrait y en avoir plus. Il ne faut pas que ce soit une lutte contre l'impunité un petit peu occasionnelle ou pour la galerie, mais il faut aller plus en profondeur si on veut si on veut réellement régler ces crimes et également rétablir les victimes dans leurs droits. Merci beaucoup Florent Gel d'avoir accepté notre invitation. Merci.
48 heures après les marches anti-Kabila, Kinshasa retrouve peu à peu son calme. Mais dans tous les esprits, les images de la répression tournent en boucle. Une de nos équipes s'est rendue à la paroisse Saint-Alphonse, où des victimes ont perdu la vie. Le père Ndongi Silla a tenu à ce que les taches de sang dans l'enceinte de sa paroisse ne soient pas lessivées et que les impacts de balles soient bien visibles par tous les témoins. C'est d'abord un regret. Le regret du fait que nous, on n'a pas pu marcher. Et deuxièmement, comment la police peut s'introduire dans une maison d'autrui avec violence, pillage, avec des insanités et mettre les gens mal à l'aise. Moi, j'aurais souhaité même, s'ils pouvaient au départ nous laisser prier et au sortir de l'église, nous empêcher de sortir. Mais là, ils ont refusé que les gens ne prient pas et aussi pour revenir poser des actes qu'ils ont posés. Je vous dis, c'est horrible. Si vous voyez comment ils tapaient les gens à la paroisse, vous n'avez pas d'idée. Des propos recueillis par Francine Mokoko. On va maintenant décrypter les derniers événements survenus en RDC. Trésor Kimangula de Jeune Afrique est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Trésor, on l'a vu, l'Église catholique impulse la contestation qui s'est soufflée depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé? La contestation anti-Kabila a en effet trouvé un nouveau souffle. Et ces changements résident dans l'initiative même de ces manifestations de ces dernières heures. À l'époque, c'était des opposants qui étaient à la manœuvre, mais cette fois-ci, on a vu des personnalités laïques avec les soutiens de l'Église, bien sûr, mais aussi des leaders politiques qui se sont mis en retrait et qui ont appelé cette fois-ci les populations à descendre dans les rues de Kinshasa et des autres villes de la RDC. Mais un autre élément très important, c'est la symbolique même de la date choisie. C'est le 31 décembre 2017, cela faisait une année, jour pour jour, depuis que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé, mais depuis, rien n'a été fait comme convenu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique change de stratégie ? L'Église n'a pas vraiment changé les stratégies, mais elle passe à l'action. Avant, elle mettait en garde les pouvoirs contre les dérives. Elle a même prêté ses bons offices pour que les processus de paix, les processus démocratiques aboutissent. Mais comme cela n'a pas été fait, l'Église décide de passer à l'action. Et comment se positionnent aujourd'hui les évêques de la Senko? Ils ont les sentiments, j'ai discuté avec l'un d'eux qui était parmi les médiateurs de ces pourparlers de décembre 2016. Ils ont les sentiments d'avoir été floués un peu par les politiques et surtout du côté du pouvoir. Ils ont prêté leurs bons offices pour que l'accord soit trouvé, pour que les processus démocratiques aboutissent. Une transition consensuelle avec d'un côté l'opposition et de l'autre côté les camps du président Kabila, mais au final, le pouvoir n'a pas mis suffisamment de bonnes volontés pour que cet accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué de bonne foi. Et finalement, le rôle de l'Église a toujours été capital dans les crises qu'a connues la RDC. Pourquoi ? La force de l'Église, c'est son organisation. En RDC aujourd'hui, l'Église catholique reste quasiment la seule structure qui peut aujourd'hui prétendre faire répercuter une décision du sommet jusqu'à la base. Elle est un réel pilier du système de la maison au Congo. Elle est impliquée dans divers domaines, soit dans la santé, les écoles, et depuis la conférence nationale souveraine, même au-delà, elle a toujours été dans la manœuvre pour essayer de pousser les pays à franchir les étapes dans son processus de démocratisation. Et où a-t-elle réussi là où l'opposition a échoué ? C'est dans la mobilisation, parce que la voix des opposants ces dernières semaines a été inaudible à cause des divisions, à cause aussi de l'appât du pouvoir. Beaucoup sont sautés pour accepter des postes au sein du gouvernement qui dirige le président Kabila, et l'Église, en étant en retrait, en ayant proposé d'abord des médiations, elle a réussi à convaincre les peuples pour les mobiliser à faire sortir dans les rues. Merci beaucoup, Trésor Kimangula, pour votre analyse. Merci.
C'est le plus grand pays du continent et une de ses plus grandes et longues crises politiques. Grand angle ce soir sur la RDC. Depuis 2 ans, le mandat du président Joseph Kabila a expiré, mais il se maintient au pouvoir malgré les accords, les promesses et les protestations. Point d'orgue de cette contestation, la marche des catholiques réprimés par les forces de l'ordre. Les réactions s'enchaînent, les condamnations pleuvent contre la violence de la répression. Désormais, l'Église catholique défie ouvertement le président Joseph Kabila. Le récit d'Ilham Taoufiki. Le cardinal Laurent Monsengo n'est pas homme à mâcher ses mots, ni à se réfugier derrière une réserve que lui imposerait sa fonction. 3 jours après la violente répression des marches pacifiques organisées par les catholiques, l'archevêque de Kinshasa a lancé ses premières salves contre le régime de Joseph Kabila. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés. Le cardinal Monsengo est un homme influent, puissant, dans un pays qui compterait 35 millions de catholiques. Joseph Kabila aurait même confié que l'archevêque était son principal opposant. Alors forcément, du côté du pouvoir, la sortie du prélat ne passe pas. Le porte-parole du gouvernement lui répond point par point. Les dirigeants démocratiquement élus de ce pays, qu'il se permet de traiter de menteurs, d'incapables, de fossoyeurs de liberté, et j'en passe. Sans oublier nos forces de l'ordre, qualifiées de prétendus vaillants hommes en uniforme. Une insulte que nos forces de sécurité et de défense ne méritent pas. Et pourtant, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne se sont dit préoccupés ou ont dénoncé la violente répression des manifestations du 31 décembre. Des vidéos, des témoignages rendent compte des violences exercées par les forces de sécurité. Et puis, il y a les tirs à balles réelles, les morts, 4 dont un policier selon le pouvoir, 5 selon l'ONU, 12 selon les organisateurs des marches de dimanche dernier. Et avec nous sur ce plateau, Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates et chrétiens. Vous êtes l'un des porte-parole de la majorité présidentielle. On va revenir sur ces marches du 31 décembre. On vient d'entendre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Selon lui, la police n'a fait que son travail. Alors les avis divergent sur le bilan humain, mais quand il y a eu des morts, peut-on estimer que la police a fait son travail, Guillaume Manjolo ? Non, on ne peut pas dire qu'il y a eu des morts parce que la police n'a pas fait son travail. Tout simplement, il faut rappeler, mettre les choses dans leur cadre. Ce qui s'est passé le 31 décembre était dû à quoi exactement? C'est pour ça qu'on appelle, dans cette type de situation, si on doit parler d'une révolte éventuelle, doit être métaphysique. Que les gens sachent pourquoi ils sont en train de faire ça. Les buts visés, c'est quoi? J'ai suivi tous les médias quasiment sur la planète. Personne ne sait pourquoi les gens étaient dans la rue. Personne ne le sait, jusque-là. Et je ne pense pas, et lorsque vous lancez même votre journal, vous n'êtes pas en mesure de me dire pourquoi les gens ont fait ça. Pourquoi les gens ont à un moment donné... Les gens sortent dans la rue pour une alternance, la démocratie. L'alternance et la démocratie, un processus électoral admis par tous sur toute la planète. Il a été convenu qu'effectivement, au 31 décembre 2017, on devait faire les élections, mais toutefois, au cas où ce n'était pas possible, il aura fallu qu'on puisse voir comment proroger. C'est admis par tous. Et la CENI a fait un calendrier admis par tous aussi. Autant les Nations Unies que l'Union Européenne ont convenu qu'effectivement ce calendrier était opérationnel jusqu'au 23 décembre 2018. C'est officiel. Alors, la compréhension maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il faut aller manifester? Pour viser quoi exactement? Alors que l'unanimité internationale et nationale porte sur ça. Pendant qu'on parle de ces choses-là, on entend évacuer la vérité et la situation réelle du pays. Qu'on puisse entendre des propos orduriers venant des personnalités qui sont dépositaires de la parole publique, ça pose un problème en période actuelle. Nous venons de subir des situations périlleuses au niveau de l'espace Kasaï avec énormément de morts. Nous sommes en train de faire l'enrôlement. On est à 45 millions d'enrôlés. Il ne me semble pas que la RDC a vu dans ses rues 45 millions de Congolais qui ont été enrôlés, qui sollicitaient d'avoir l'élection le 31 décembre. C'est pas vrai du tout. En même temps, ce que vous avez montré, c'est juste
une parcelle de la situation au niveau de Kinshasa, une portion, mais infime à Kinshasa. Juste un mot là-dessus. Il faut rappeler que Kinshasa a plus ou moins 132 paroisses. Il y a eu quelques échauffourées avec, éventuellement, je ne sais pas encore parce qu'il faut encore vérifier, il y aurait eu des morts d'hommes. Des échauffourées et des morts quand même. Oui, mais le problème c'est qu'il faut entendre ce que dit la police ou il faut entendre autre chose. Jusque-là, si on regarde très bien la MONUSCO, aussi bien la MONUSCO que la police, on parle des 4-5. Et encore faut-il savoir de quoi s'agit-il exactement. S'agit-il des manifestants ou s'agit-il, puisque moi j'ai appris personnellement qu'il s'agissait, on doit déplorer, peu importe d'où ces morts-là nous sortent, on doit les déplorer absolument. Ce n'est pas nécessaire, on ne peut pas avoir de morts dans la République au jour d'aujourd'hui. Alors beaucoup de vidéos en tout cas circulent sur les réseaux sociaux. Des personnes se sont fait tabasser, beaucoup témoignent sur des raquettes et des pièges. On va regarder ces images. Alors, en voyant ces images, est-ce que l'usage de la force n'a pas été disproportionné? Il me semble qu'avec ces types d'images, normalement, s'il y a des enquêtes qui seront opérées pour vérifier qui a fait quoi. On a eu ce type de situation, peut-être pire encore, au niveau de l'espace Kasaï, on sait ce qui s'y passe. Au jour d'aujourd'hui, les prisons congolaises sont remplies. Sur le Kasaï, mais il y a au jour d'aujourd'hui un certain nombre de militaires qui sont poursuivis. L'auditorat militaire poursuit certains acteurs dans les secteurs de la sécurité qui sont poursuivis aujourd'hui, c'est connu de tous, la partie Est mêmement. Et d'ailleurs, il nous revient de partout qu'effectivement l'armée en RDC ou l'auditorat militaire est des meilleurs de l'espace africain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a conviés d'aller gérer un certain nombre de situations au niveau de la République centrafricaine. Mais non, si on a désigné un officier congolais pour aller comme procureur dans les cadres d'activités qui se passent en République centrafricaine, c'est parce que tout simplement ces gens-là sont compétents. Et qu'on a confiance en nos magistrats militaires. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'espace Kasaï, il se passe des procès par rapport à ça. Et au niveau de la police, idem, il se passe énormément de procès par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de souci dans ces cadres-là. Mais attention. Il y aura des procès, il y aura des sanctions? Mais il y a toujours eu des procès, des sanctions dans ce domaine-là. Et nous soutenons qu'il y ait des procès, des sanctions, parce qu'on ne peut pas outrepasser ces obligations ou c'est que les devoirs que vous donne la République. Et ce que vous faites sur le terrain ne doit pas être en contradiction avec les règles. Ça, c'est officiel. Ça a toujours été de cette façon-là. Mais simplement... Il y a une contradiction qui est pointée. L'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU ont tous condamné les violences perpétrées le 31 décembre. Vous maintenez que les forces de l'ordre n'ont rien à se reprocher? Non, mais je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il y aura des enquêtes pour vérifier qui a fait quoi exactement. Dans l'hypothèse où, effectivement, il y aurait des forces de police qui auraient commis ce type de situation, seront poursuivis parce que, d'usage, la règle en RDC, c'est qu'ils ont toujours été poursuivis. En tout cas, les brebis galeuses ont toujours été poursuivis. Ça, c'est la réalité congolaise, tout le monde le sait. Et justement, sur les enquêtes concernant les manifestations du 16 décembre 2016, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces enquêtes? Mais pour l'instant, il faut vérifier les instances judiciaires, ce qui en est exactement. Je ne vais pas vous donner comme ça la liste, je ne vais pas vous lister ce qui s'est passé, mais je sais. L'enquête se poursuit toujours? Mais tout à fait, il y a eu des arrestations au niveau de la police notamment. Ça fait 1 an quand même. Ben oui, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a eu une enquête dans les cadres des types d'exactions? Ça s'est fait en une journée, en une semaine? Les enquêtes en France ici prennent combien de temps? L'affaire Grégory a duré combien de temps? On a plus de 30 ans, on est en France avec tous les moyens. On parle de la RDC. Ben oui, mais en même temps aussi, il y a... Vous savez, on est dans des stratégies, des manipulations extraordinaires et des diversions. Où est la situation réelle de la RDC aujourd'hui? C'est d'aller aux élections. Il me semble qu'il n'y a plus d'opposition et une partie du clergé s'est substituée en opposition et prend la place et a envie de faire ce qu'ils ont fait en 92. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'élection à RDC? Qui porte cette responsabilité? La responsabilité a été discutée au niveau de la conférence qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine entre les parties prenantes qui étaient les partis politiques, opposition majorité, plus la communauté internationale. On a convenu qu'effectivement, en regard de la situation qui était la nôtre sur le plan sécuritaire et l'absence des moyens, on ne pouvait pas faire les élections. Je vous rappelle... Le président Joseph Kabila savait que son mandat allait terminer. Ben oui, mais est-ce que savez-vous qu'on a eu un problème avec la rébellion, notamment la M23, sur l'espace congolais pendant un certain temps, et que les moyens de la République ont été orientés plutôt pour gérer la sécurité que investir dans les processus électoraux? Tout le monde le sait. Mais simplement, on n'est plus là.
Là, c'est revenir, carrément, on va remonter jusqu'à Mathusalem, ça n'a aucun intérêt. Ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est de rappeler que, où est-ce que nous voulons aller? Sortons de la diversion, de ces chocs-là qu'on a envie de nous préparer pour nous détourner de la réalité. Le peuple congolais, unanimement, veut aller aux élections. En parlant de Kinshasa, vous faites comme ça une sorte de prélèvement, enfin, c'est pas vous, on vous envoie quelques prélèvements de la situation de Kinshasa. C'est pas ça, Kinshasa. Kinshasa, 132, plus ou moins 132 paroisses. Il s'est passé ce type de situation au niveau de 2, 3, 4 paroisses au grand maximum. Kinshasa a plus ou moins 14 millions d'habitants. Est-ce que vous avez vu 14 millions d'habitants dans la rue? Non, c'est pas vrai du tout. Et la RDC a plus ou moins 80 millions d'habitants. Est-ce qu'on les a vus tous dans la rue? Et le clergé n'est pas unanime. Une portion du clergé... Tout le monde est d'accord, il y a des problèmes au Kasaï, à Béni. Madame, permettez juste que je puisse finir là-dessus. Ça me paraît extrêmement important. Il y a une partie du clergé, pas tous les clergés. Les gens qui sont nostalgiques de la situation de 92. En 92, ils ont voulu prendre les pouvoirs. Une partie du clergé a voulu prendre les pouvoirs en lançant des gens dans la rue. On a eu plus ou moins 100 morts en 92. Alors aujourd'hui, vous les réitérez avec la même méthode. Elle est plus opérationnelle. Les gens, la plupart des Congolais, ont effectivement fait cette révolte métaphysique. Ils savent quels sont leurs droits, quelle est la direction, et la direction actuelle, ce sont les élections. On va parler justement du rôle de l'Église. L'archevêque de Kinshasa a eu des mots très durs envers le régime. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'Église catholique est une force d'opposition? Ça n'est pas une force d'opposition, c'est-à-dire qu'il rentre dans une brèche qui paraît un peu vide parce que l'opposition aujourd'hui est à plat. Et lorsque les gens, j'ai dit ça plusieurs fois sur plusieurs plateaux, les gens se sont réunis à Genval pour faire les fameux rassemblements autour d'un seul élément, la rancœur de Joseph Kabila. C'est pas un programme. Et finalement, lorsqu'ils arrivent au Congo, la quête ou l'envie d'accéder aux responsabilités fait que tout se disloque. Il y a aussi une réalité. 50% des Congolais sont catholiques. L'Église est quand même un acteur social incontournable. Il n'y a pas un message que le pouvoir de Kinshasa doit entendre quand même? Non, je ne pense. Là, c'est une mauvaise approche des choses. On ne peut pas dire 50%. Tout à l'heure, vous avez dit plus ou moins 35 millions. 35 millions, ça représente moins... La moitié de la population. Non, nous sommes à 80 millions. Donc, il faut plus ou moins 40 millions déjà au départ. Ce qui fait qu'on peut... C'est vrai que l'Église catholique est partout. Je suis moi-même catholique. Donc, je ne veux pas dire que l'Église n'existe pas. Mais simplement, on a aussi aujourd'hui de nouvelles églises, des réveils qui sont là un peu partout. Il n'y a pas quelque chose à entendre de cet appel de l'Église? Mais je ne sais pas si on doit entendre quelque chose de la part de l'Église. Mais madame, si ils ont vous quand même réussi à soulever les foules là où l'opposition a échoué. Oui, c'est un signal fort. Est-ce que l'opposition existe encore au sens réel du terme? Non, parce que l'opposition qui est construite sur la rancœur d'une personne, c'est pas une opposition. L'opposition qui est construite sur les besoins d'accéder aux responsabilités, c'est pas une opposition. Ici, la réalité est posée sur la procédure et les processus électoraux. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? De quoi s'agit-il? Pourquoi les gens sont partis dans la rue? Et là, il n'y a aucune réponse. J'ai suivi vos collègues de RFI pendant plus ou moins 1 heure du temps qui cherchaient les schmilblick. On ne va pas rentrer là-dedans. Ben oui, mais pourquoi est-ce que ces gens sont sortis dans la rue? J'ai une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique fait peur à Joseph Kabila? Mais pas du tout. En vertu de quoi? Alors dans ces cas-là, ils ont été élus par qui? Les marches pacifiques ont été interdites. Mais parce que les marches, il faut avoir l'autorisation et dire où est-ce qu'on va. Sur quoi repose l'interdiction? L'interdiction se repose sur le fait déjà que quand vous voulez faire une marche, vous devez partir d'un point vers un autre point. Vous partez d'où vers où? Si chaque paroisse doit faire une marche, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Mais quel est l'itinéraire? Vous partez d'où pour arriver vers où? Et rien n'est connu. Et quand l'autorité dit on ne peut pas faire parce que j'ai pas les moyens de pouvoir garantir la sécurité des uns des autres, vous ne le faites pas. Donc on part du principe que dans un État, il y a un corps social qui aurait autorité à pouvoir modifier les règles à sa guise. Non, c'est pas un État de droit ça. Lorsqu'on a des prétentions de parler d'un État de droit, on doit soi-même d'abord respecter l'État de droit. Et surtout lorsqu'on est dépositaire, j'insiste là-dessus, de la parole publique, on pèse ces mots et nous sommes dans une période difficile, on a connu trop de morts. Justement, sur cette parole publique, sur la scène internationale, le pouvoir de Kinshasa est de plus en plus décrié. L'ONU, la France, la Belgique demandent que les accords de la Saint-Sylvestre soient totalement respectés. Ces accords, je rappelle, prévoyaient entre autres la tenue d'élections avant fin 2017. Est-ce que pour vous, les accords de la Saint-Sylvestre sont toujours applicables? Les accords de la Saint-Sylvestre sont applicables et sont respectés. Les principes, madame, je viens de vous le dire. Les élections n'ont pas eu lieu. Mais non, les accords... Mais non, je vous répète, je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la bonne compréhension, il me semble que le chapitre 4 des accords de la Saint-Sylvestre disait ceci. On tiendra les élections au 31 décembre 2017.
Toutefois, dans l'hypothèse où on n'est pas en mesure de pouvoir le tenir, pour une raison ou une autre, il y aura une évaluation qui sera faite par la CENI, qui a l'autorité de sortir le calendrier et personne d'autre. Qu'est-ce qui a échoué alors? J'y viens. La CENI, le CENSA et les gouvernements. Et alors, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont effectivement constaté qu'effectivement, il y avait énormément de contraintes. On n'avait pas terminé le processus d'enrôlement, notamment dans l'espace Kasaï, où il y avait des problèmes de sécurité. On vient à peine de clôturer. Donc, ce qui fait que nous devons attendre. On a prorogé ça d'1 an. Et quand vous me parlez des Nations Unies et de la France, et notamment de l'Union européenne, quel est ce pays, quelle est cette CER qui a décidé de dire effectivement, il ne reconnaissait pas la date donnée par la CENI? Aucune. Unanimement, je répète encore, toute la planète a convenu que les élections en RDC se tiendront en 2018, décembre. Donc, ce que vous présentez n'est pas forcément en harmonie ou en adéquation avec la réalité. On va parler de la position de l'opposition. Elle exige une transition sans Joseph Kabila. Comme le leader du rassemblement, Félix Tshisekedi, on l'écoute. Pour le rassemblement, les élections n'ayant pas été organisées, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, Joseph Kabila et toutes les institutions à mandat électif ont perdu toute légalité et toute légitimité. Par conséquent, disais-je, à dater de ce jour, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi, le rassemblement réitère sa proposition d'instituer une période de transition sans Joseph Kabila. Alors on sent que la contestation vient de toutes parts. Comment aujourd'hui Joseph Kabila compte-t-il gouverner dans ces conditions jusqu'à fin 2018, si l'on en croit le calendrier de la CENI? Il n'y a aucun problème en termes de conditions, parce que nous sommes régis par les textes. Et la Constitution a fixé ce qu'il fallait faire. Au-delà de l'accord lui-même, à la fois celui de la Cité de l'Union africaine et l'accord de la CENCO, la Constitution a fixé les règles. Madame, il y a 3 règles, des principes qui sont dans la Constitution, l'article 110, 103 et 105. Ces articles couvrent à la fois, pour 110 alinéa 2, la présidence de la République et sa continuité, 103 et 105 couvrent le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'une légitimité acquise dans des conditions précise s'éteint avec une autre légitimité acquise dans les mêmes conditions. Les chefs d'État étaient élus, ne peut être remplacé par un autre élu. Les députés qui ont été élus, pareil que les sénateurs. Les sénateurs ont fait au jour d'aujourd'hui. En personne. Bien entendu. Permettez juste, parce que c'est quand même nécessaire de pouvoir éclairer l'opinion internationale. Oui. Les sénateurs sont là depuis plus de moins 10 ans. Ou 11 ans au jour d'aujourd'hui. Ils ont dépassé leur mandat de plus ou moins 6 ans. Et la teneur de la disposition qui donne droit aux sénateurs de rester est la même teneur pour les chefs de l'État. Mais les gens ont des ambitions démesurées, ils veulent être calife à la place du calife, et ils déploient tous les mécanismes inacceptables, y compris la perturbation et la diversion. Au jour d'aujourd'hui, madame, la seule obligation pour les Congolais, et ce qu'ils attendent, c'est d'aller aux élections. Nous, on est prêts pour y aller, on y travaille pour y aller. L'État réunit les moyens, la CENI a besoin de plus ou moins 430 millions de dollars pour l'année 2018 pour pouvoir couvrir ces élections. On va y aller. Ceux qui sont en train de parler n'ont pas envie d'y aller. Ils ont un autre schéma, celui de la déflagration et de l'accès aux responsabilités facilement. J'aimerais revenir sur un point. L'opposition, ainsi que les organisations des droits de l'homme, accusent le régime de créer les conditions pour empêcher la tenue des élections. Je vous propose d'écouter Florent Gel de la FIDH. C'est une visée politique. Et la visée politique aujourd'hui, c'est le contrôle de cette zone et produire du chaos en RDC, car aujourd'hui, depuis plus d'1 an, Joseph Kabila est sans mandat politique. Et il fait un chantage au chaos en RDC en disant soit vous voyez, je laisse se dérouler le chaos, soit je suis là pour le maîtriser. Que répondez-vous à ces accusations sur le chaos orchestré au Kasaï? C'est extraordinaire que les gens se donnent l'autorité de pouvoir dire des choses sur la RDC alors qu'ils n'ont même pas... Il y a un rapport à l'appui. Mais les rapports de quoi? Vous avez eu aussi dans l'ONU. Mais attendez, dans tous vos médias européens, on m'a donné, on parlait de Timisoara comme étant la vérité absolue. C'était faux. C'était faux. Timisoara. C'était faux. Tous les médias. RDC, monsieur, oui, mais bien entendu. On parle du Kasaï. Restons sur le Kasaï. Je souhaiterais qu'on puisse quand même relativiser les choses. Écouter ceux qui sont concernés directement. Je suis concerné. Madame, j'étais au Kasaï. J'ai participé à la conférence sur la réconciliation et la paix au Kasaï. Une partie de ma famille a été attaquée par les Kamina Sapou. J'ai perdu ma famille. Je n'ai pas envie de tirer la couverture vers moi, ça n'a aucun intérêt. Mais simplement, quand j'entends quelqu'un qui
qui ne sait rien du tout, qui n'a pas vécu ça, qui n'a aucune victime dans sa famille, venir donner leçon de comment est-ce qu'on est congolais, comment on s'organise, c'est malheureux. Les Kasaï ont des problèmes sérieux. On a réglé ces problèmes au jour d'aujourd'hui. On vient de faire l'élection. Les problèmes sont réglés au Kasaï? Les problèmes sont réglés. Les postes sont en cours. La paix est revenue au Kasaï. Moi, j'ai participé. J'ai même piloté une commission sur la prise en charge humanitaire et psychosociale. Et ce sont des choses gravissimes. On ne peut pas, au départ des paris, commencer à décider qu'effectivement, il se passait sinon. Moi, j'étais sur le terrain. Ces gens-là ont été sur le terrain de la FIDH également. Oui, mais non. Et j'ai pas vu les gens de la FIDH au niveau de Louisa, par exemple. On va passer à d'autres questions. Donc, voyez-vous, c'est ça. Dites-moi, confrontez-moi à quelqu'un qui était sur le terrain avec moi. Oh, j'étais sur le terrain, ils n'étaient pas. Ben voilà, malheureusement. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. J'ose espérer que les gens ont été éclairés autrement qu'il n'y ait pas Merci beaucoup, Guillaume Mimangelot. Merci infiniment. Je vous propose à présent un petit tour de l'actualité dans les autres pays du continent. Et nous partons au Libéria. Le nouveau président élu, George Weah, s'est livré à sa première interview. Il y dévoile son programme et un de ses défis, rendre le pays autonome sur le plan agricole. Au Sénégal, nouveau renvoi du procès de Khalifa Sall. Les soutiens du maire de Dakar, accusés de détournement de fonds, étaient venus en masse. L'audience à peine ouverte, ils ont été évacués de la salle. Après de longs débats, l'audience a été reportée au 23 janvier à la demande de la défense. Écoutez. Il ne s'agit pas pour nous de gagner du temps, d'autant plus que c'est nos clients qui sont en détention. Il s'agit de veiller à ce que les normes d'un procès équitable soient remplies. Par exemple, le procureur de la République a disposé du dossier du mois d'avril au mois de décembre, soit près de 8 mois. Nous ne disposons de ce dossier que depuis moins d'une semaine. Pensez-vous que pour préparer notre défense, nous ne demandons pas un temps équivalent, mais nous demandons quand même un temps suffisant? Nous estimons que M. Khalifa Sall a un agenda politique qu'il veut imposer au tribunal. Il refuse d'être jugé sur le fond et nous voulons qu'il soit jugé sur le fond. Voilà, qu'on explique, qu'on essaye de voir et qu'on explique que les fonds qu'il a maniés ne sont pas des fonds spéciaux, des fonds politiques. Les fonds qu'il a maniés et détournés, de notre point de vue. Libreville croule sous le poids des ordures. La capitale gabonaise vit son énième bras de fer avec la société en charge de la collecte. Cette mauvaise gestion a des conséquences directes sur la vie de la population. On pense évidemment à la santé, mais certains y perdent même leur logement. Yves-Laurent Goma, Jean-Luc Guéguessier. 3 semaines dans les ordures. Les habitants de Libreville, la capitale gabonaise, ont vu depuis 3 semaines les déchets s'accumuler dans les rues. En cause, la saturation de la décharge de Mindoumbe, unique point de stockage de la ville. Le 13 décembre dernier, les camions poubelles n'ont même plus pu s'y frayer un chemin. Ce fut l'engorgement. Il faut dire un peu les autorités, il faut qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ça ne va pas. Les odeurs, vous voyez, il y a les restaurants, il y a les bars. Les enfants n'arrivent pas à traverser la rue puisque ça cause d'embouteillage, vous voyez. Depuis plus de 10 ans, les ordures sont entassées les unes sur les autres. Sans arrêt, des bulldozers se chargent de les tasser. Chaque jour, Libreville génère 600 tonnes de déchets. Il a fallu que le gouvernement intervienne. Aujourd'hui, la société en charge du ramassage tente de rétablir la situation. Ces derniers jours, nous avons mis en place un schéma de collecte assez particulier. Nous avons renforcé nos capacités afin d'arriver à remettre en équilibre le niveau de collecte des ordures ménagères à Libreville. Denis, un riverain de la décharge, raconte comment il a été déguerpi. Son habitation a été vite engloutie sous les déchets. D'autres maisons voisines pourraient être aussi sacrifiées malgré l'opposition des habitants. Reste que la solution est temporaire. Il faudrait trouver un nouvel emplacement et établir un vrai centre de tri des déchets. Un dossier complexe, aujourd'hui dans les mains des pouvoirs publics. Le personnel hospitalier en grève au Togo. Ils ont cessé de travailler pendant 3 heures ce matin. Sit-in devant leurs établissements. Le mouvement a été largement suivi à Lomé. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail. Voici quelques-unes de leurs revendications. Nous travaillons assez dans des conditions misérables, médiocres. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour décrire... pour décrire cet état des choses. Vous pouvez imaginer dans une salle de réanimation, on va dire qu'un seul infirmier pour une salle de réanimation qui va compter jusqu'à plus de 30 malades. Un seul infirmier pour une salle de réanimation au moment où tu es en train de faire massage cardiaque ici. Un enfant est en train de faire un arrêt cardiaque, tu es en train de masser. Il y a un autre qu'on envoie, il faut aspirer en urgence. Un seul infirmier.